Vous écoutez Bubble. La marche, le langage, la diversification, laissez-moi deviner. Ce que l'on appelle les stades d'éveil de l'enfant n'ont plus de secret pour vous depuis que ce petit être charmant est entré dans votre vie. Mais qu'en est-il des stades d'éveil du parent ? Car on ne naît pas parent, on le devient en accompagnant pas à pas nos petits. Nous découvrons alors en nous des richesses parfois insoupçonnées, patience, humour, enthousiasme, mais aussi des faiblesses et des émotions contradictoires, des craintes à fleur de peau et la peur de mal faire, bien des choses à dompter pour avancer. Ce podcast vous invite à identifier ces grandes étapes de vie qui font de vous des parents et à comprendre que vous n'êtes pas les seuls ni les premiers à les vivre, que l'expérience des autres peut vous aider et qu'il est primordial de choisir votre chemin de parentalité, celui qui, en conscience, vous permettra de vous épanouir et de renforcer votre infini potentiel de parent. Je suis Kim de la Bubble Team, vous écoutez L'écho des berceaux, un podcast du magazine Bubble et nous sommes très fiers parce que ce podcast est soutenu par Oxybul et Veille et Jeux, la marque française qui depuis plus de 25 ans accompagne les talents de chaque enfant et ceux de leurs parents. Dans cet épisode, nous parlons de cette première grande période d'affirmation de votre bébé, généralement vers 8 ou 9 mois, une période où il va prendre conscience de sa singularité, et vous aussi. On retrouve tout de suite Aurélie Calais, coach parentale, psychologue, clinicienne, créatrice de Kids et Family et auteure avec Clémence Prompsy des livres Je ne veux pas et Je ne dors pas aux éditions de Book Supérieur. Aurélie, bonjour. Bonjour Kim. Alors aujourd'hui, on parle d'une étape parentale vraiment riche. L'enfant vers 8-9 mois prend conscience de lui-même et donc de sa capacité à être détaché de l'autre et notamment de ses parents. On commence à parler généralement de peur de l'abandon. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement et comment ça se manifeste ? Alors en fait, effectivement, on appelle ça autour du 8e mois, c'est l'angoisse de séparation et d'abandon. Ce qui veut dire qu'en fait, avant 8 mois, bébé pense, alors ça se joue vraiment que avec la maman. Bébé a l'impression qu'en fait, lui et maman ne font qu'une seule et même personne. Donc en fait, quand il pleure et que le sein arrive, que le biberon arrive, qu'une tétine arrive, il pense que c'est un peu comme Inspecteur Gadget, quoi. Go go gadget au biberon et hop, il a un super pouvoir magique. J'ai besoin de quelque chose et ça arrive comme par magie. Et puis effectivement, aux alentours de 8 mois, alors comme tous les stades du développement de l'enfant, c'est toujours plus ou moins, mais en gros, aux alentours du 8e mois, bébé réalise que en fait, ce n'est pas une seule et même personne, mais que c'est 2 personnes. Et alors là, ça devient extrêmement paniquant pour lui, parce qu'en gros, il comprend très bien que, en fait, si jamais maman s'en va, je risque de mourir. Parce que qui va s'occuper de moi, qui va me nourrir, etc. Donc effectivement, c'est une période chez le bébé qui est une vraie première période d'individuation. Et c'est très important que les jeunes parents aient cette date en tête parce que beaucoup de parents ne connaissent pas cette histoire du 8e mois. Et ça devrait être, selon moi, dans tous les livrets de maternité, en fait, en partant. Alors très concrètement, comment on reconnaît cette phase ? Quels sont les symptômes ? Alors, ça va être plus ou moins marqué selon les bébés, mais ça va être des bébés qui étaient très cool dans un transat dans le salon. C'était des bébés qui pouvaient vous voir sortir et rentrer dans une pièce, en tout cas vous voir sortir d'une pièce sans que ce soit problématique, qui étaient extrêmement souriants avec tout le monde. Et puis alors, d'un seul coup, dès que vous sortez du champ de vision, ils pleurent. Dès que c'est un visage un petit peu inconnu, ils pleurent. Voilà, en fait on sent un changement, un bébé qui paraissait finalement être très facile, très sociable, on a l'impression qu'il le devient beaucoup moins et qu'il est très 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 scotché avec maman. C'est cette période là où les mamans vous disent je ne peux pas aller aux toilettes, je ne peux pas prendre ma douche, en fait il faut que je sois toujours à côté. Alors, vous le savez, dans ce podcast, on parle de vos stades d'éveil, les stades d'éveil des parents. Alors, Aurélie, est-ce que le papa et la maman vivent la même chose quand leur enfant passe ce stade des 8 mois et cette angoisse de séparation ?
Alors, l'angoisse de séparation se joue vraiment du côté de la maman. Donc, pour le coup, malheureusement, les papas sur ce coup-là, ils peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est quand maman doit sortir. C'est vrai que c'est pas très agréable pour le papa parce que bébé va pleurer. Alors, c'est pas du tout parce qu'il n'aime pas son papa, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, maman je pensais que c'était moi, en fait, c'est comme si je partais. Donc le papa n'a pas à se culpabiliser ou se sentir désaimé de son bébé parce que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, très souvent, une fois que la maman est partie, si bébé est avec papa, il va se consoler beaucoup plus vite avec papa que avec un inconnu ou quelqu'un que le bébé voit peu. Oui, donc les parents ne vivent pas la même chose. C'est intéressant, c'est peut-être une occasion justement pour les parents entre eux de parler de la façon dont ils vivent cette première crise, enfin l'une des premières crises de l'enfant, d'être là l'un pour l'autre et de se dire s'il pleure pour avoir sa maman, ça n'est pas au détriment de son papa, etc. Alors j'aimerais bien revenir juste une seconde sur cette notion de l'enfant qui se calme une fois que la maman est partie. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent quand on a ses enfants en crèche. Allez-y, donc on part le cœur serré parce que l'enfant est en larmes. Partez sans vous retourner, allez-y, une fois la porte fermée, tout ira bien. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que cet enfant a quand même cette capacité à se calmer assez rapidement ? Alors ça Non, c'est vrai, il y en a qui effectivement vont se calmer assez vite. Il y a des bébés qui vont pleurer pendant 5 minutes parce que potentiellement peut-être que vous pouvez encore les entendre et puis une fois qu'ils sont convaincus que vous êtes partis, ils se résignent un peu et c'est pas pour autant qu'ils passent pas une excellente journée, mais ça il y a des enfants même bien plus grands que 8 mois qui le font à la crèche, dès 2 ans. Cette histoire de pleurer quand maman s'en va pour montrer mon mécontentement, mais aussi je pleure quand maman vient me chercher, parce que comme c'est mon objet de confiance, c'est ma personne, c'est mon parent référent, en fait, quand maman arrive, ce qui peut être déstabilisant, je me mets à pleurer très fort, c'est pas parce que je suis triste de la voir, c'est que t'es là, je peux me laisser aller à tout ce que je ressens. Donc on retient que c'est une période effectivement difficile pour l'enfant, mais qu'il a plein de ressources pour la dépasser. Mais on garde quand même en tête, Aurélie, que c'est vraiment une des toutes premières phases ultra importantes quand on parle de psychologie de l'enfant. Ah oui, c'est un peu... c'est quand même bizarre de penser que... en fait, c'est une seule et même personne et que d'un seul coup, en fait, c'est 2. Enfin, c'est quand même effectivement très étrange et puis ça peut être très angoissant. Et c'est pour ça qu'en fait, cette angoisse de séparation, elle est liée au fait de si maman s'en va, je suis complètement inquiet. C'est parce que, en fait, si maman s'en va, qui va s'occuper de moi ? Enfin, c'est vraiment des angoisses, ça peut provoquer des angoisses de mort très... Enfin, c'est un vrai truc. Alors, ce qui est plutôt chouette, c'est que ça ne dure pas très longtemps. L'angoisse de séparation, elle dure en général jusqu'au 9e mois. Et après, l'enfant a intégré que c'était 2 personnes et surtout, parce que ça c'est très important à cette période-là, c'est d'extrêmement rassurer votre bébé, de ne pas se dire oh là là je vais donner des mauvaises habitudes, non il a besoin de moi, il n'arrête pas de vouloir être dans mes bras, je dis non parce que après ça va être compliqué. Non, à 8 mois, il faut absolument rassurer votre bébé, c'est-à-dire qu'il vient de comprendre que vous étiez 2 personnes distinctes, mais que même si nous ne sommes pas une seule et même personne, je suis toujours là, on se retrouve toujours. Quand tu dors, je suis dans la pièce à côté, on se retrouve tous les matins. Quand je te dépose à la crèche, je viens toujours te chercher. C'est-à-dire que il y a des périodes où on ne va pas être l'un avec l'autre, mais je suis quand même jamais très loin. Donc en fait, c'est au contraire la période où il faut les rassurer le plus. Est-ce que c'est à cette période que l'on peut commencer à parler d'autonomie ? 8 mois, c'est aussi le moment où l'enfant commence à se tenir assis, à regarder le monde autrement, à se saisir des objets avec une volonté particulière. Est-ce qu'il faut prendre conscience de son individualité, de la séparation de corps avec la mère, pour commencer à vivre un truc super sympa qui est l'autonomie. Et bientôt, l'envie d'aller crapahuter, d'aller découvrir autre chose. C'est un petit peu mélangé, ce dont vous parlez de je réalise que j'ai une autonomie, une personnalité, ça c'est chouette, ça c'est plutôt ce qu'on appelle la période des 2 ans. Mais vraiment en fait à 8 mois, c'est juste je viens de prendre conscience de quelque chose qui est extrêmement angoissant pour moi. Donc on rassure bébé le plus qu'on peut pendant de 8 à 9 mois et après on l'a rassuré et il passe à autre chose parce qu'en fait effectivement il est suffisamment rassuré pour se dire
ok, maman n'est pas toujours dans la même pièce que moi, mais elle m'a prouvé qu'elle revenait toujours me chercher, donc je peux me détendre et je peux me tranquilliser. C'est pour ça que vraiment, il faut ne pas hésiter à rassurer bébé au maximum. Nous, on a beaucoup d'enfants en consultation sommeil qui ont 3 ans, 4 ans, qui sont incapables de s'endormir en autonomie. Et en fait, c'est des bébés où les parents étaient partis, par exemple, autour de 8 mois en voyage de noces, ou qui avaient pris quelques jours pour partir en amoureux, en se disant « bébé est assez grand, c'est chouette, on peut y aller ». Et qui n'avaient pas assez expliqué à bébé ce truc-là, et ben c'est des enfants à 3 ans. Pendant ce week-end-là, cette semaine-là où les parents sont partis, il s'est réveillé, il a appelé ses parents qui ne venaient pas, même si c'était quelqu'un qu'ils connaissaient et qu'ils aimaient bien, mais en fait, si ça a traversé dans la tête de l'enfant, maman n'est pas là, peut-être qu'elle ne va jamais revenir me chercher, ça transmet chez lui un sentiment d'insécurité, et ça, ils peuvent le garder pendant très longtemps. Et auquel cas, ces enfants-là, il faut vraiment leur expliquer, même à 3 ans, en fait, on a trouvé la raison pour laquelle aujourd'hui c'est très compliqué pour toi de t'endormir si maman ne reste pas à côté de toi. En fait, il faut vraiment leur expliquer, si jamais les parents qui nous écoutent sont partis en voyage de noces, en week-end, pendant que le bébé avait 8 mois et qu'ils ont un enfant plus grand qui a des troubles du sommeil, c'est hyper important de leur dire exactement. Et puis, il faut faire une vraie conversation avec bébé. Il y a des consultations spécialisées qui sont autour de l'angoisse de séparation et d'abandon, où en fait, là, en tant que psychologue, il faut répéter 2, 3, 4 fois à l'enfant son histoire. Très brièvement, quand tu avais 8 mois, on est parti en vacances avec papa, tu étais trop petit pour faire ce voyage, donc tu es resté à la maison avec mamie. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que tu as dû avoir très très peur qu'on ne revienne pas te chercher, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu vas te coucher, tu as peur qu'en te réveillant, on ne soit plus là. Donc, sois rassuré, tu vois, on est revenu de ce voyage. Enfin voilà, vraiment d'expliquer à bébé ce qui s'est passé, et au plus grand que, en fait, cette angoisse qu'ils ont face au sommeil, ça fait partie de leur histoire du passé, et que la bonne nouvelle, c'est qu'on sait pourquoi et que donc on peut avancer. Est-ce qu'à cette période, les parents sont sommés par leur enfant de faire leurs preuves ? Prouve-moi que tu reviens, prouve-moi que tu me protèges, prouve-moi que tu acceptes vraiment, que tu acceptes qui je suis, même si je pleure, même si je fais des crises, même si je t'accueille avec ces pleurs. Est-ce que à ce moment-là, on est sommé de faire nos preuves ? Je sais même pas si c'est faire ses preuves, mais je pense que cette notion de... Moi, ça me fait un peu penser ce que vous dites à cette notion d'amour inconditionnel. Et ça, c'est très important pour les enfants, les bébés qui le sentent. Et après, quand ils grandissent, en fait, quoi que tu fasses, je veux dire, même si jamais je ne dors pas depuis 8 mois, depuis 1 an, en fait, je t'aime toujours. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, mon amour est... Enfin, voilà, mon amour t'est dédié à 100% et sans aucune condition. Donc c'est un peu dans le sens de faire ses preuves, je dirais que c'est en tout cas pour cette histoire du 8e mois, il faut prouver à votre bébé que vous n'allez jamais le laisser tomber et que vous revenez toujours le chercher. Si jamais vous devez quand même vous absenter parce qu'il y a un truc de travail ou un événement familial où vous ne pouvez pas l'emmener, pas de stress, si ça tombe à cette période-là, faites-le. Si possible, de préférence, faites venir le grand-parent, enfin la personne qu'il connaît, plutôt dans son environnement à lui. Je trouve que c'est plus simple pour les bébés à cette période-là. Voilà, et de lui dire, alors plutôt que de dire on part, on s'en va, qui sont un peu des mots de vocabulaire qui sont un peu liés au départ et que je trouve un peu pas très positifs, de dire tu vas rester avec mamie à la maison, on se retrouve dans 2 dodos. Vous voyez, plutôt que de parler de départ, on parle de se retrouver. Puis peut-être dire, moi je me souviens, mes enfants étaient à la crèche, et je me souviens que les professionnels de la petite enfance à la crèche passaient leur journée à dire aux enfants « Maman pense fort à toi, papa pense à toi, ils reviennent tout à l'heure ». Donc en fait, peut-être dire à ces personnes à qui on confie nos enfants « Parle de moi, parle-lui de moi ». Est-ce qu'il faut faire ça ? Exactement. Et puis surtout leur dire que en fait ils sont toujours dans nos cœurs, que même si on n'est pas ensemble, même s'ils ne nous voient pas, on n'est jamais loin. Et d'ailleurs aux alentours du 8e mois, je trouve ce qui aide énormément les bébés à comprendre ça, c'est de faire, et en plus ils adorent ça et ça les fait beaucoup rigoler, c'est de vraiment jouer à coucou me voilà ou un peu à cache-cache. C'est-à-dire que même de façon très simple, au départ il est sur sa chaise de haute, vous vous baissez, il ne vous voit pas, de remonter d'un seul coup, donc déjà en général ils sont morts de rire et ça leur plaît, de commencer comme ça, en fait pour que le fait qu'ils vous perdent de vue, ça ne déclenche pas de la panique ou de l'anxiété, et après de faire par exemple un vrai cache-cache,
alors s'il y a votre conjoint qui est là, l'un de vous deux se cache derrière le rideau et de dire, tu vois, même quand tu ne me vois pas de tes yeux, là tu ne me voyais pas, j'étais cachée et finalement j'étais là. Pour vraiment qu'ils comprennent, il faut pas nécessairement un contact visuel pour te rassurer que je sois là. Et là, on est vraiment au cœur de cette notion selon laquelle le jeu permet l'apprentissage, hein. Ah bah moi je trouve que ce qui leur permet le mieux, et d'ailleurs quand c'est des enfants pour qui c'est très compliqué, à force de faire ces parties de cache-cache, on se rend compte que l'enfant tolère de mieux en mieux qu'on soit caché de plus en plus longtemps. Et ça au début, ça peut vraiment être hyper stressant pour eux. Et en fait on se rend compte qu'à force de jouer, ça la fait rigoler et il se rend compte que bah oui, j'étais très inquiet parce que je la voyais pas, mais en fait elle est même toujours dans la maison, donc je peux me détendre, je me rassure, et effectivement, par le jeu, on apprend toujours beaucoup de choses. Et alors, côté parent, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que c'est à ce stade d'éveil du parent que l'on apprend à être un super équilibriste, capable de patience, d'humour, de diplomatie, capable de faire diversion parfois, bref, un atout, un outil qui nous servira pour très longtemps? Ouais, chaque âge va nous faire devenir un autre équilibriste, apprendre d'autres figures, c'est sûr. Et puis surtout, moi je trouve que cette période du 8e mois, elle permet vraiment de comprendre la différence, ou en tout cas d'essayer de le comprendre entre les besoins et les envies. 8e mois, l'enfant a besoin d'être rassuré. C'est un vrai stade psychologique qui se passe. Là, c'est pas une envie, c'est pas une lubie. Voilà. Et donc, les besoin d'être rassuré, ça, c'est vraiment le rôle principal du parent à 8 mois. Et parfois, c'est pas facile, c'est pas rigolo dès qu'on quitte l'appartement, de voir son bébé qui hurle. Franchement, c'est pas très rigolo. C'est pas de jamais pouvoir être 30 secondes sans pouvoir le poser quand on a des choses à faire. C'est vrai que c'est dur, parfois c'est dur, mais vraiment dites-vous que cette phase-là n'est pas censée durer, et en gros ça dure 4-5 semaines, donc juste patience, on rassure, et après, après il est prêt à se lancer et il est plus inquiet sur le fait que vous allez être là. Alors on sait que la culpabilité, Aurélie, peut se loger absolument partout. Qu'est-ce qu'on dit aux parents dont les enfants ne passent pas par cette étape, ou en tout cas de façon très peu visible? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas du tout, il faut pas du tout s'en inquiéter. Ça veut dire que c'est passé effectivement beaucoup plus inaperçu, et tant mieux. Ça veut dire que ça a été plus simple pour ces parents à gérer, qui n'ont pas eu besoin de surrassurer. Mais il n'empêche, même si ça passe inaperçu, n'oubliez pas de glisser régulièrement, même quand tu ne me vois pas, je suis là, je reviens toujours te chercher. Vous voyez, même si l'enfant n'a pas de manifestation où il a l'air d'être angoissé, voilà, juste quand vous le déposez à la crèche ou chez la nounou, je te dépose chez ta nounou, mais je reviens toujours te chercher. Si vous devez aller dîner, je vais au restaurant, mais je rentre toujours dormir à la maison, je reviens toujours te voir. Je dis pas de lui répéter 20 fois par jour, mais en tout cas, quand vous devez le laisser quelque part, pensez juste à lui glisser cette phrase, et ça passera encore plus inaperçu, et ça sera encore plus fluide. C'est un moyen de dire à votre enfant, en fait, je sais ce que tu es en train de vivre. Et ouais. Je suis là pour toi, quoi. Exactement. Et je reviens toujours. Je suis toujours là. Aurélie, cette étape, elle a lieu, donc en général, on l'a dit, vers 8-9 mois. Et elle intervient en même temps qu'un autre grand moment dans la vie de la famille. Un moment chargé d'émotions, les premiers mots. Parce que c'est souvent à cette période que naissent dans la bouche du bébé les premiers maman, papa. Est-ce qu'il faut faire un rapprochement? Est-ce qu'il faut justement se dire que c'est parce qu'il se reconnaît lui-même qu'il vous reconnaît, vous, comme parent? Oui, alors c'est vrai que c'est la période où en fait il comprend qu'il devient un individu à part entière et un individu dépendant de l'adulte. Donc c'est vrai que ça peut être à cet âge que on va entendre les premiers mama, et puis après il y a d'autres enfants qui sont moins rapides sur le langage et qui vont dire leurs premiers mots beaucoup plus tard, mais pour autant ils auront compris les mêmes choses. Une dernière question, cette idée de la naissance de l'identité me fait penser à ce conseil qu'on donne souvent aux parents: ne collez pas d'étiquettes à votre enfant, des étiquettes qui, me semble-t-il, apparaissent aussi à cette période. On commence à entendre des parents dire ah, c'est un pot de colle, ou c'est un casse-cou, avec plus ou moins de fierté d'ailleurs. Mais Aurélie, comment on fait pour ne pas coller ces étiquettes, et pourquoi il ne faut pas le faire?
Alors moi, c'est vrai que les étiquettes à poser sur les enfants, c'est vrai que j'aime pas trop, même quand c'est nous en tant que parents, même quand c'est sur quelque chose de positif, parce que je trouve que ça fige un petit peu les choses, vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, si on me dit que je suis un casse-cou, ou même pour les un petit peu plus grands, quand on excuse un enfant qui dit jamais bonjour en disant il est timide, c'est pour ça, en fait après l'enfant peut un petit peu s'enfermer là-dedans et ça lui restreint un peu le champ des possibles de pouvoir changer. Et typiquement à 8 mois, un enfant, les parents peuvent dire il est pot de colle et tout ça, mais en fait c'est normal à son âge et ça veut pas dire qu'il sera encore aussi scotché dans 3 mois. Donc les enfants évoluent tellement vite, changent, enfin je veux dire, il y a des choses qui vont... Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque à dire c'est un pot de colle, à le transformer en un vrai pot de colle long terme, quoi? Oui, c'est un peu, mais même je pense qu'il va plus parler aux parents, c'est quand vous êtes à l'école, plus tard, et ça on l'a tous en tant qu'adultes dans ses souvenirs, si on vous met une étiquette du bavard, du cancre, de l'intello, après en fait c'est ou on reste là-dedans parce que ça c'est plus facile pour moi et je sais faire, ou alors on aimerait faire autrement et puis on n'y arrive pas parce que c'est complètement ancré dans la tête des gens. Donc effectivement les étiquettes il faut les éviter le plus possible parce que les enfants sont en changement permanent. Un enfant qui est comme ça aujourd'hui sera un être humain totalement différent dans 3 mois. Laissons le champ des possibles ouvert à nos enfants du coup. Merci Aurélie. Merci Kim. On termine cet épisode, comme d'habitude, avec un petit récap de ce que l'on a appris aujourd'hui. Aux alentours de 8 mois, votre enfant va vivre une véritable révolution psychologique. Il sait désormais qu'il est un être séparé de sa maman, un être qui a éminemment besoin de ses parents pour survivre. Prenant conscience de lui-même, il prend aussi conscience de votre identité de parent. Un sacré stade d'éveil pour vous, puisque vous êtes désormais reconnu dans votre rôle par le premier intéressé, votre bébé. Il ne manquera pas bien sûr de vous rappeler à vos responsabilités à chaque fois que vous quittez une pièce, et vous, patiemment ou moins patiemment, vous ferez le dos rond, vous rassurerez encore et encore. Cette étape est cruciale pour la relation parent-enfant. Sera-t-elle basée sur la confiance? Invitera-t-elle à l'autonomie? Permettra-t-elle toutes les évolutions? Évidemment, rien n'est jamais figé, mais c'est le moment où commencent à se poser ces questions pour les parents qui souhaitent avancer en conscience. Mais rassurez-vous, ça n'est que le début. Nous ne manquerons pas de nous poser beaucoup d'autres questions dans les prochains épisodes de l'Écho des berceaux. À très bientôt!